Tout commence par un geste d'agacement, un simple battement de soie et de plumes qui va changer la face de la Méditerranée pour les 132 prochaines années. Nous sommes le 29 avril 1827, dans la pénombre rafraîchissante de la Casbah d'Alger. Le Dey Hussein, régent d'Alger, reçoit le consul de France, Pierre de Val. Le ton monte. Au cœur du litige, une vieille dette impayée par la France remontant aux campagnes d'Égypte de Napoléon. Deux négociants juifs algériens, Bakri et Busnak, avaient fourni le grain nécessaire aux armées impériales et Paris traîne les pieds pour rembourser. Face à l'arrogance méprisante du consul de Val, le Dey perd son sang-froid. Il frappe le diplomate de son chasse-mouche en soie, le fameux coup d'éventail. Pour la monarchie française de Charles X, vacillante et impopulaire, cet affront est une aubaine. Ce n'est plus une question d'argent, c'est une question d'honneur national. Ou plutôt une diversion politique idéale. Polignac, le ministre du roi, voit dans une expédition militaire le moyen de restaurer le prestige de la couronne et de faire oublier les tensions intérieures qui grondent à Paris. Pendant 3 ans, le blocus maritime d'Alger s'éternise inefficace. Puis, l'ordre est donné. Le 14 juin 1830, une armada impressionnante de plus de 600 navires débarque 37 000 hommes sur la plage de Sidi Ferru. Les troupes françaises, commandées par le général de Bourmont, ne rencontrent qu'une résistance désordonnée. Le 5 juillet, Alger tombe. Le drapeau blanc des Bourbons flotte sur la Casbah. Le trésor du Dey, des tonnes d'or et d'argent, est saisi pour financer l'opération. Pourtant, cette victoire est un paradoxe sanglant. Alors que les nouvelles de la conquête arrivent à Paris, Charles X est renversé par la révolution des Trois Glorieuses. Le roi qui a ordonné l'invasion part en exil, mais ses soldats, eux, restent en Afrique. La France vient de s'emparer d'une ville, mais elle ne possède pas encore un pays. Elle ne sait même pas quoi faire de cette conquête. Doit-elle évacuer, occuper les ports ou s'enfoncer dans les terres ? Dans l'improvisation la plus totale, une colonie de peuplement commence à naître sur les ruines d'une régence ottomane. Mais dans l'ombre des montagnes de l'Atlas, les tribus ne l'entendent pas ainsi. Un jeune émir de 24 ans, aux yeux clairs et à l'intelligence redoutable, commence déjà à unifier les clans sous la bannière du djihad. La France pensait avoir réglé une affaire d'honneur en quelques semaines. Elle vient de s'engager dans une étreinte mortelle avec une terre qui ne lui appartient pas. Le nom de ce jeune chef, Abd el-Kader. Imaginez que pour un Français du milieu du XIXe siècle, franchir la mer Méditerranée ne revient pas à changer de pays, mais simplement à changer de rive. En 1848, alors que Paris s'embrase pour la naissance de la Seconde République, une décision juridique sans précédent tombe. L'Algérie est déclarée territoire français. Elle n'est plus une simple possession militaire ou une colonie lointaine comme le Sénégal ou l'Indochine. Elle est découpée en 3 départements. Alger, Oran et Constantine. Pour le droit français, ces terres sont désormais aussi sacrées que la Normandie, la Bretagne ou la Provence. C'est le début d'une métamorphose vertigineuse. Sous l'impulsion de Napoléon III puis de la Troisième République, la France décide de cloner son propre visage sur la terre d'Afrique. On draine les marécages de la Mitidja, on trace des routes rectilignes, on installe des mairies en pierre de taille, des bureaux de poste et des écoles communales. Alger devient Alger-la-Blanche, une cité qui rivalise avec Marseille. Les boulevards sont bordés de façades haussmanniennes, les terrasses des cafés se remplissent d'hommes lisant Le Figaro à l'ombre des palmiers, et le son des cloches d'église se mêle à l'appel du muezzin. C'est ici que naît un peuple nouveau, les Pieds-Noirs. Ce ne sont pas seulement des Français de souche, mais un mélange explosif et vital d'Espagnols fuyant la misère, d'Italiens, de Maltais et d'Alsaciens lorrains refusant de devenir Allemands après 1870. Pour eux, l'Algérie est la terre promise, celle qu'ils ont défrichée à la sueur de leur front et souvent au prix de leur vie, face au paludisme et à la chaleur écrasante. Ils ne sont pas des visiteurs, ils sont chez eux. En 1889, la loi sur la naturalisation automatique transforme ces immigrants européens en citoyens français. L'Algérie devient un laboratoire de l'identité française, une extension radieuse de la patrie. Mais derrière les façades étincelantes d'Alger et les vignobles prospères d'Oranie se cache un mensonge structurel. La République a décrété que l'Algérie c'est la France, mais elle a oublié une réalité de taille, les 9 millions de musulmans qui vivent sur ce même sol. Pour eux, la France est une mère qui les reconnaît comme sujets, mais leur refuse le titre de fils. Ils ont les devoirs du citoyen, notamment celui de mourir pour le drapeau tricolore sur les champs de bataille de 1914, mais ils n'en ont pas les droits. Ce paradoxe est une bombe à retardement.
car en pensant avoir fait de l'Algérie une partie intégrante de son corps, la France a créé une greffe qui, sous la surface, commence déjà à montrer des signes de rejet. Et personne ne se doute que le premier cri de révolte viendra précisément du jour où la France fêtera sa plus grande victoire. Imaginez un pays où deux hommes partagent le même trottoir, respirent le même air iodé de la Méditerranée, mais n'appartiennent pas au même siècle. À Alger, Oran ou Constantine, la ligne de démarcation ne se voit pas toujours à l'œil nu, mais elle s'est gravée dans le marbre de la loi. D'un côté, le citoyen français protégé par les droits de l'homme, de l'autre, l'indigène, enfermé dans un régime d'exception qui ressemble à une prison à ciel ouvert. Le pivot de cette injustice porte un nom, le Code de l'indigénat, formalisé en 1881. C'est un monstre juridique. Il crée une catégorie d'êtres humains uniques au monde, les Français musulmans. Ils sont français, certes, mais ils ne sont pas citoyens. Ils ont le passeport, mais pas le droit de vote. Pour devenir un citoyen à part entière, un musulman doit accomplir un acte impensable, renoncer à son statut personnel, c'est-à-dire abandonner la loi islamique pour le code civil. Pour l'immense majorité, c'est une apostasie, un reniement de soi. Résultat, en 1930, après un siècle de présence française, seuls quelques milliers de musulmans ont franchi le pas, sur une population de plusieurs millions. Le fossé s'est creusé de manière irréversible avec le décret Crémieux de 1870. En accordant la citoyenneté française automatique aux Juifs d'Algérie, la République a brisé l'équilibre millénaire entre les communautés locales. Les Juifs deviennent des Européens, tandis que leurs voisins musulmans restent des sujets. Désormais, la hiérarchie est claire. Au sommet, les colons et les naturalisés, au milieu, les Juifs, en bas, la masse silencieuse des Arabes. Sur le terrain, la réalité est brutale. Un musulman peut être puni sans procès pour un retard de paiement d'impôts, pour un acte de manque de respect ou pour avoir voyagé sans permis d'une commune à l'autre. Pendant que les enfants des Pieds Noirs apprennent nos ancêtres les Gaulois dans des écoles modernes, à peine 5% des enfants musulmans sont scolarisés. La France construit des hôpitaux, des ports et des chemins de fer, mais elle oublie de construire l'égalité. Les Pieds Noirs, eux, s'accrochent à leurs privilèges avec la peur viscérale du nombre. Pour eux, accorder le droit de vote aux musulmans, c'est signer l'arrêt de mort de l'Algérie française. Ils ne voient pas que cette rigidité est leur propre piège. Car dans les cafés de la Casbah et dans les douars reculés, une nouvelle génération commence à murmurer. Ils ont lu Montesquieu et Rousseau dans les livres de la République, et ils posent donc désormais la question qui brûle : si l'Algérie est la France, pourquoi ne sommes-nous pas des Français ? La réponse viendra, mais elle ne sera pas écrite avec de l'encre. Elle sera écrite avec du sang, un jour de mai 1945. 8 mai 1945. Paris exulte. La ville lumière danse sur les décombres du nazisme. Les cloches de Notre-Dame sonnent à toute volée pour célébrer la fin du cauchemar en Europe. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, dans la petite ville de Sétif, le défilé de la victoire prend une tournure que personne n'a prévue. Dans le cortège, au milieu des drapeaux tricolores, surgit soudain une bannière interdite, le drapeau vert et blanc de la résistance algérienne. Un jeune scout de 20 ans, Bouzid Sahal, refuse de baisser son drapeau malgré les sommations de la police française. Un coup de feu claque, le jeune homme s'écroule. En un instant, la fête se transforme en une explosion de rage contenue depuis des décennies. La foule, galvanisée par la douleur et les frustrations, se déchaîne. Ce jour-là et les suivants, dans toute la région de Sétif et de Guelma, 102 Européens sont massacrés, souvent à la hache ou au couteau, dans une violence aveugle et désespérée. La réponse de la France est d'une brutalité glaciale. Ce n'est pas une opération de police, c'est une expédition punitive à l'échelle d'un pays. L'armée française, dirigée par le général Duval, déploie ses chars. L'aviation bombarde des douars entiers dans les montagnes des Aurès. Sur la côte, la marine tire au canon contre les villages. Mais le plus effrayant reste l'action des milices de civils européens qui, ivres de peur et de vengeance, organisent des exécutions sommaires par milliers. Les chiffres officiels de l'époque parlent de 1500 morts musulmans. Aujourd'hui, les historiens estiment que le bilan oscille entre 15 000 et 45 000 victimes. C'est une boucherie à huis clos, alors que la France se gargarise de liberté retrouvée. En quelques semaines, le fossé entre les communautés s'est transformé en un abîme de sang que plus aucun discours politique ne pourra combler. Le général Duval, lucide au milieu du chaos, écrit alors une phrase prophétique à son gouvernement. « Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera et en plus grave. » La République, trop occupée à se reconstruire, préfère fermer les yeux sur ce massacre qu'elle qualifie pudiquement d'événement. Elle croit avoir rétabli l'ordre par la terreur.
En réalité, elle vient de donner naissance à une nouvelle génération de combattants. Parmi eux, de jeunes hommes qui ont servi sous l'uniforme français contre l'Allemagne et qui, en rentrant chez eux, ont trouvé leur famille là massacrée par l'armée qu'ils servaient. Le compte à rebours est lancé. 10 ans, presque jour pour jour. C'est une nuit de brouillard épais et de silence trompeur. Dans le calendrier chrétien, le 1er novembre est le jour de la Toussaint, la fête des morts où les familles Sootani se recueillent. Mais en cette année 1954, dans les montagnes sauvages et déchiquetées des Aurès, la mort ne vient pas pour être honorée, elle vient pour frapper. Vers 1h du matin, une série d'explosions et de coups de feu déchire la nuit algérienne. 70 attentats simultanés éclateront sur tout le territoire, visant des gendarmeries, des dépôts de munitions et des ponts. Cette nuit-là, un groupe d'hommes presque inconnus vient de signer l'acte de naissance d'une organisation qui va faire trembler la République, le FLN, Front de Libération Nationale. Dans un tract distribué clandestinement, ils proclament leur but avec une clarté glaciale, la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes de l'islam. Pour ces militants, les années de vaines promesses politiques sont terminées. Puisque la France a refusé le dialogue, ils ont choisi la poudre. Mais c'est un fait divers tragique, survenu sur une route déserte des Aurès, qui va donner à cette Toussaint rouge son visage le plus cruel. Un autocar est arrêté par un groupe d'insurgés. À bord se trouvent le caïd Hadj Sadok, un notable pro-français, et un jeune couple d'instituteurs fraîchement arrivés de métropole, Guy et Janine Monroe. Ils ont 23 ans. Ils sont venus ici pour enseigner, porter les idéaux de l'école républicaine. Dans la confusion, des coups de feu éclatent. Guy Monroe s'écroule, devenant la première victime civile française de ce conflit. L'image de ce jeune instituteur idéaliste assassiné par des rebelles provoque une onde de choc immense à Paris. La réaction de l'État français est immédiate et sans nuance. François Mitterrand, alors jeune et ambitieux ministre de l'Intérieur, martèle devant l'Assemblée nationale l'Algérie, c'est la France. Et qui d'entre vous, mesdames, messieurs, hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France ? Pour Paris, il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'une opération de maintien de l'ordre contre des hors-la-loi ou des terroristes. On refuse de voir que derrière les fusils de chasse des insurgés, c'est tout un peuple qui commence à s'éveiller. Pourtant, le général Duval ne s'était pas trompé. 10 ans après Sétif, le feu a repris. Le gouvernement envoie des renforts, des parachutistes, des appelés. On pense que ce sera une affaire de quelques mois. On ne se doute pas que l'on vient de mettre le doigt dans un engrenage qui va broyer 2 nations. Et bientôt, la violence va quitter les montagnes pour s'installer au cœur de la ville, là où chaque ruelle de la Casbah peut devenir un piège mortel. Alger, janvier 1957. La ville blanche est devenue un théâtre d'ombre où la mort peut surgir d'un panier de fleurs ou d'un sac à main oublié sous une table de café. Le FLN a décidé de porter la guerre au cœur de la cité, là où le monde entier regarde. Les bombes explosent au Milk Bar, à la cafétéria, au casino de la Corniche. Le sang des civils pieds noirs coule sur le carrelage des terrasses ensoleillées. Face à cette terreur urbaine, le gouvernement français, aux abois, prend une décision radicale. Il confie les pouvoirs spéciaux à la 10e division parachutiste. Entrés en scène les léopards. Ils sont 8000 hommes, bérets rouges ou verts vissés sur la tête, commandés par le général Jacques Massu. Leur mission est simple mais brutale. Briser l'infrastructure du FLN dans la Casbah, ce labyrinthe de ruelles millénaires où chaque porte dérobée cache un suspect. Pour Massu et ses colonels, comme le légendaire Bigard, ce n'est plus une guerre classique, c'est une opération chirurgicale menée sans anesthésie. La ville est quadrillée, découpée en secteurs, on installe des barbelés, on impose le couvre-feu. C'est ici que la France va gagner la bataille militaire, mais perdre son âme. Pour obtenir des noms, pour localiser les ateliers de bombes avant qu'elles n'explosent, l'armée française bascule dans l'innommable. La torture devient un système. On utilise la gégène, l'électricité, la baignoire, les interrogatoires sans fin. Dans les sous-sols de la ville, on brise les corps pour sauver des vies de civils. Larbi Ben Mhidi, l'un des chefs les plus charismatiques du FLN, est arrêté. Quelques jours plus tard, on annonce son suicide dans sa cellule. Personne n'y croit. À la fin de l'année 1957, la bataille d'Alger est gagnée. Les réseaux de poseurs de bombes sont démantelés, les chefs insurgés sont morts ou en fuite. Le calme revient sur les boulevards haussmanniens. Mais le prix est exorbitant. En métropole, les consciences s'éveillent. Des intellectuels comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre s'affrontent et le malaise gagne l'opinion publique.
Peut-on défendre la République en utilisant les méthodes de la Gestapo ? L'armée, elle, se sent victorieuse mais méprisée par les politiciens de Paris qu'elle juge lâches et indécis. Les officiers, marqués par la défaite d'Indochine, se jurent qu'ils ne reculeront plus. Ils ont versé le sang et sacrifié leur honneur pour garder l'Algérie. Ils ne savent pas encore que le danger ne vient plus de la Casbah, mais de la colère qui gronde dans leurs propres rangs. À Alger, le feu couve sous la cendre, et le 13 mai 1958, il va embraser la République elle-même. Le 13 mai 1958, Alger ne brûle pas, elle hurle. Une marée humaine de près de 100 000 personnes déferle sur le plateau des Glières et s'engouffre vers le forum face au bâtiment monumental du gouvernement général. Le cri est unanime, viscéral, l'Algérie française. L'Algérie, pour les piétons noirs, l'heure de la trahison a sonné. À Paris, on s'apprête à investir un nouveau gouvernement, celui de Pierre Pflimlin, que l'on soupçonne de vouloir négocier avec le FLN. Pour les Français d'Algérie, c'est le signal du soulèvement. La tension est à son comble lorsque la foule, enragée, force les barrages et envahit les bureaux du pouvoir. Les dossiers volent par les fenêtres, le mobilier est brisé. Mais le basculement décisif ne vient pas des civils. Il vient de l'armée. Les parachutistes, envoyés pour rétablir l'ordre, finissent par fraterniser avec les manifestants. Le général Massu, l'idole de la bataille d'Alger, monte au balcon. Sous la pression de la rue et de ses propres officiers, il annonce la création d'un comité de salut public. L'armée vient de défier légalement le pouvoir civil. La 4e République, ce régime instable qui a vu défiler 20 gouvernements en 12 ans, est en train de s'effondrer en direct. À Paris, c'est la panique. Le spectre d'une guerre civile hante les couloirs de l'Assemblée nationale. On murmure que les parachutistes d'Alger s'apprêtent à sauter sur la capitale. C'est l'opération Résurrection. Le pays est coupé en deux, le gouvernement est paralysé et l'armée ne répond plus aux ordres. Dans ce vide vertigineux, une ombre immense plane sur la France depuis sa retraite de Colombey-les-Deux-Églises, celle du général de Gaulle. L'homme du 18 juin s'est emmuré dans le silence depuis des années, observant avec un mépris souverain le régime des partis se décomposer. Mais à Alger, on commence à scander son nom. Le général Salan, poussé par ses lieutenants, finit par lancer au micro, presque malgré lui, « Vive de Gaulle !» Pour les militaires et les pieds noirs, de Gaulle est le dernier rempart, le soldat qui ne lâche rien, l'homme qui sauvera l'Algérie française. Le 15 mai, le général rompt enfin le silence par un communiqué lapidaire. « Je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. » La menace est claire. Pour les politiciens de Paris, c'est le dilemme du désespoir, le général ou le chaos. De Gaulle exige les pleins pouvoirs et une nouvelle constitution. Il revient en sauveur, porté par un coup de force militaire. Le 4 juin, il s'envole pour Alger. Une foule immense l'attend, prête à l'adorer. Il monte au balcon, lève les bras en V et prononce 4 mots qui vont entrer dans la légende, mais dont personne ne soupçonne encore le double sens. 4 juin 1958. Le soleil de plomb d'Alger écrase une foule en délire. Plus de 100 000 personnes sont massées sur le forum, les visages tournés vers le balcon du gouvernement général. C'est un moment suspendu, un de ces instants où l'histoire semble retenir son souffle. Les pieds noirs, qui ont fait chuter la 4e République pour imposer le retour du général, attendent le verdict. Ils veulent entendre que l'Algérie restera française pour l'éternité. De Gaulle s'avance, immense, lève ses longs bras en V et lance d'une voix de stentor « Je vous ai compris ». Le rugissement qui lui répond est indescriptible. C'est une explosion de joie, de larmes, de soulagement. Pour l'homme de la rue, pour le colon de la Mitidja, pour le parachutiste qui a risqué sa vie dans la Casbah, ces 4 mots sont une promesse sacrée. De Gaulle est des leurs. Mais dans l'esprit du général, ce maître de l'ambiguïté et du verbe, le sens est tout autre. Comprendre ne signifie pas forcément accepter. En réalité, de Gaulle vient de réaliser un chef-d'œuvre de tactique politique. Il a apaisé une insurrection sans s'engager sur l'avenir. Pendant que les foules fraternisent sur les boulevards, de Gaulle observe avec une lucidité glaciale. Il voit un monde qui change, l'Union soviétique et les États-Unis qui poussent à la décolonisation, et l'ONU qui s'apprête à condamner la France. Il sait que l'Algérie, avec sa démographie galopante, devient un fardeau économique et diplomatique qui empêche la France de devenir le leader de l'Europe. Pour lui, la grandeur de la France ne passe plus par la possession de territoires coloniaux, mais par la modernisation et l'arme atomique. Pourtant, il joue le jeu.
Il lance le plan de Constantine en octobre 1958, un programme colossal de construction de logements, d'écoles et d'usines pour prouver que la France peut transformer le destin des musulmans. Il propose la paix des braves au FLN, espérant une reddition honorable. Mais le FLN refuse. La guerre continue, plus féroce que jamais. L'enthousiasme des débuts commence à s'effriter. Les Pieds-Noirs notent avec inquiétude que le général ne prononce plus jamais les mots « Algérie française » dans ses discours officiels. Le doute s'installe. Ont-ils porté au pouvoir leur sauveur ou leur fossoyeur ? La réponse tombe comme un couperet le 16 septembre 1959. Dans une allocution télévisée qui pétrifie le pays, De Gaulle prononce pour la première fois le mot tabou, l'autodétermination. Pour les partisans de l'Algérie française, le choc est total. Le grand malentendu vient de voler en éclats, et la colère qui monte à Alger s'apprête à se transformer en une haine dévastatrice contre l'homme qu'ils ont eux-mêmes couronné. En 1959, sur le terrain brûlant de l'Algérie, la France ne combat plus. Elle écrase. Le général Maurice Challe, nouveau commandant en chef, vient de lancer un plan qui porte son nom, un rouleau compresseur d'une efficacité redoutable. Challe a compris que pour gagner cette guerre, il ne faut plus rester statique dans des postes isolés, mais devenir plus mobile que le rebelle. Il crée les commandos de chasse, des unités d'élite qui tractent le FLN jour et nuit dans les djebels les plus escarpés. L'opération Jumelle, lancée en Kabylie, est le point d'orgue de cette stratégie. Des milliers de parachutistes, appuyés par une armada d'hélicoptères, une révolution tactique pour l'époque, fondent sur les Katibas, unités insurgées. Le bilan est sans appel. Les structures militaires du FLN sont démantelées, ses dépôts de munitions saisis, ses cadres décimés. Les rapports de l'armée française sont triomphalistes. Sur le plan strictement militaire, la guerre est gagnée. Le FLN est à l'agonie, acculé, incapable de mener des opérations d'envergure. Mais c'est ici que se joue l'un des plus cruels paradoxes de l'histoire moderne. Tandis que les soldats français célèbrent leur victoire dans les montagnes de Kabylie, à Paris, le général de Gaulle regarde ailleurs. Il voit les diplomates de l'ONU qui haussent le ton, il entend les critiques de Washington et de Moscou, et il observe une opinion publique française lassée par un conflit qui n'en finit pas. Pour de Gaulle, la victoire militaire de Chalais n'était qu'une victoire de prestige sur un monde qui n'existe plus. Il sait que l'on ne peut pas tenir indéfiniment un peuple de 9 millions d'âmes contre sa volonté, même avec la meilleure armée du monde. Pour les officiers sur le terrain, c'est l'incompréhension totale. Ils ont le sentiment de revivre le traumatisme de l'Indochine, gagner les batailles et être trahis par les politiciens. L'amertume grandit dans les chambrées. On se demande pourquoi on laisse encore des jeunes appelés mourir pour des collines, que le pouvoir central semble déjà prêt à brader. La rupture émotionnelle entre l'élite de l'armée et le sommet de l'État devient un abîme. Le plan Chalais a prouvé que la France pouvait briser la rébellion, mais il a aussi révélé que la force des armes ne pouvait rien contre le sens de l'histoire. La colère des généraux, qui se sentent méprisés par l'homme qu'ils ont porté au pouvoir en 1958, commence à bouillir. Ils ont gagné la guerre et on leur demande de préparer leurs bagages. Cette fois, ils ne se contenteront plus de murmurer. Ils s'apprêtent à défier le destin, quitte à marcher contre la France elle-même. C'est une voix blanche hachée par la friture radio qui réveille la France en ce petit matin du 22 avril 1961. Le commandement en chef de l'armée d'Algérie et du Sahara est passé aux mains d'un conseil de direction composé des généraux Chalais, Salan, Zeller et Jouhaud. À Alger, le premier régiment étranger de parachutistes vient de s'emparer de tous les centres de pouvoir. Le putsch est lancé. Ce n'est plus seulement une guerre coloniale, c'est un séisme qui menace de renverser la République et de plonger l'Hexagone dans une guerre civile fratricide. Pendant 3 jours, le monde retient son souffle. À Paris, on craint de voir les avions de transport larguer des milliers de parachutistes sur les aéroports de la capitale. On dresse des camions sur les pistes d'Orly. Mais au palais de l'Élysée, le vieux lion ne tremble pas. Le 23 avril, Charles de Gaulle apparaît à la télévision, sanglé dans son uniforme de général. Son discours est d'une violence glaciale. Un carteron de généraux en retraite, je l'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter l'un quelconque de leurs ordres. L'appel du général fonctionne. Dans les casernes en Algérie, les jeunes appelés du contingent, munis de leurs transistors, entendent le message et refusent de suivre leur chef rebelle. Le putsch s'effondre en 4 jours. Le général Challe se rend, mais les autres plongent dans la clandestinité. C'est la naissance d'un monstre, l'OAS, Organisation Armée Secrète.
Son slogan est un cri de guerre désespéré. L'Algérie est française et le restera. Dès lors, la violence change de nature. L'OAS pratique la politique de la terre brûlée. Ce n'est plus une armée régulière, c'est une organisation terroriste qui frappe partout. À Alger, elle assassine les traîtres en plein jour. À Paris, elle fait exploser des charges de plastique contre les ministères. Le 8 septembre 1961, De Gaulle échappe de justesse à un attentat à la bombe à Pont-sur-Seine. En Algérie, les commandos Delta de l'OAS massacrent des civils musulmans et des fonctionnaires français, espérant provoquer un soulèvement général qui forcerait l'armée à intervenir. L'Algérie n'est plus qu'un brasier de haine où l'on meurt pour des idéaux déjà morts. Les pieds noirs, pris au piège entre un FLN victorieux et une OAS fanatique, sentent que le sol se dérobe sous leurs pieds. De Gaulle, désormais résolu à trancher le nœud gordien coûte que coûte, entame des négociations secrètes. Le dénouement approche, mais il se fera dans les larmes et le sang des derniers adieux. Car pour 1 million de Français d'Afrique, le choix ne sera bientôt plus politique, il sera vital. Le départ ou la mort. Le 18 mars 1962, dans le cadre feutré d'une station thermale au bord du lac Léman, l'histoire bascule. Quelques signatures, au bas de 93 pages de documents, mettent fin à 7 ans, 4 mois et 18 jours d'une guerre qui ne voulait pas dire son nom. Les accords d'Évian proclament le cessez-le-feu et ouvrent la voie à l'indépendance de l'Algérie. En métropole, on pousse un soupir de soulagement. La paix est là. Mais de l'autre côté de la mer, ce silence soudain est celui d'un monde qui s'effondre. Pour le million de pieds noirs, le réveil est atroce. Eux qui croyaient être De Gaulle quand il disait « Je vous ai compris », eux qui vivaient là depuis 5 générations, comprennent qu'ils sont devenus des étrangers sur leur propre terre. L'OAS, dans un dernier sursaut de folie furieuse, décrète la politique de la terre brûlée. On fait sauter les écoles, les bibliothèques, les installations pétrolières. La France nous a quittés, nous quittons la France en ne laissant rien derrière nous, murmure-t-on dans les quartiers européens. Puis vient l'horreur de l'été 1962. Le 5 juillet, jour de la proclamation officielle de l'indépendance, une chasse aux Européens éclate à Oran. Sous les yeux d'une armée française restée consignée dans ses casernes sur ordre de Paris, des centaines de civils sont massacrés ou disparaissent. C'est le signal du grand exode. Les ports d'Alger et d'Oran sont pris d'assaut. Des milliers de familles s'entassent sur les quais, abandonnant leurs voitures, leurs maisons ouvertes aux 4 vents, leurs souvenirs. Le slogan du FLN résonne comme un couperet, la valise ou le cercueil. Mais il y a pire que l'exil, il y a la trahison. Les harkis, ces soldats musulmans qui ont servi sous le drapeau français contre le FLN, sont désarmés par l'armée française. Malgré les avertissements de certains officiers qui supplient Paris de les évacuer, le gouvernement refuse leur transfert massif vers la métropole, craignant un afflux de population difficile à intégrer. Abandonnés à leur sort, livrés à la vengeance du nouveau pouvoir algérien, des dizaines de milliers de harkis sont massacrés dans des conditions effroyables. Ceux qui réussissent à s'échapper vers la France sont parqués dans des camps de fortune, derrière des barbelés, loin des regards d'une république qui a honte d'eux. L'Algérie est désormais libre, mais elle naît sur un champ de ruines humaines. La France, elle, a amputé ses 3 départements. Elle croit avoir tourné la page. Pourtant, cette plaie béante, recousue à la hâte dans le fracas de l'Exode, va mettre des décennies à cicatriser. Car derrière la victoire diplomatique et le soulagement national se cache un fantôme qui va hanter la politique française jusqu'à aujourd'hui. Pendant près de 40 ans, la France a vécu avec un membre fantôme. Officiellement, après 1962, la guerre d'Algérie n'existait pas. Dans les manuels scolaires, on parlait pudiquement des événements d'Algérie ou d'une opération de maintien de l'ordre. Le rideau était tombé, les navires avaient au décharger leur cargaison de détresse sur les quais de Marseille, et la France de Gaulle s'était lancée à corps perdu dans la modernité des 30 Glorieuses. Pourtant, sous le vernis de la prospérité et des autoroutes neuves, le poison du conflit continuait de circuler dans les veines de la nation. Le silence fut la première réponse de la République. Un silence imposé aux pieds noirs, à qui l'on demandait de se faire discret, et aux harkis, parqués dans des hameaux forestiers loin des regards. Mais l'histoire ne se laisse pas enterrer si facilement. La fracture algérienne a façonné la France contemporaine plus qu'aucun autre événement. C'est dans le traumatisme de l'Algérie française que l'extrême droite moderne a puisé ses racines et ses premiers cadres. C'est aussi là, dans le ressentiment des enfants de l'immigration et des descendants de harkis, que se sont forgées les tensions identitaires qui secouent aujourd'hui les banlieues françaises. Il a fallu attendre le 18 octobre 1999
pour que l'Assemblée nationale vote enfin une loi reconnaissant officiellement le terme de guerre d'Algérie. 37 ans pour nommer ce qui avait déchiré tant de familles. Depuis, la France tente une lente et douloureuse guerre des mémoires. D'un côté, les nostalgiques d'un paradis perdu, de l'autre, les victimes d'un système colonial injuste, et au milieu, une république qui cherche à réconcilier ses propres enfants. Les gestes se sont multipliés, Jacques Chirac inaugurant le mémorial du quai Branly, François Hollande reconnaissant la répression sanglante du 17 octobre 1961 à Paris, et Emmanuel Macron qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité, tout en rendant hommage aux soldats français. Aujourd'hui, l'Algérie est toujours là. Elle est dans les noms de famille, dans la cuisine, dans l'argot des jeunes de Paris ou de Lyon, dans les débats passionnés sur la laïcité et l'intégration. Elle est ce passé qui ne passe pas, une plaie qui se rouvre à chaque élection, à chaque match de football, à chaque crise diplomatique entre Paris et Alger. La France a survécu à la perte de son joyau, mais elle en est sortie transformée, amputée d'une certitude et habitée par un doute permanent sur son identité. Le divorce est consommé depuis longtemps, mais les deux ex-époux se regardent toujours à travers la Méditerranée, incapables de s'oublier, liés par un siècle de passion, de sang et de secrets. L'histoire du plus grand empire colonial français s'achève ici. Mais l'expérience de la France multiculturelle, née dans le fracas de 1962, ne fait que commencer. Et la question reste entière. Peut-on un jour guérir d'une partie de soi-même